Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, votre avis nous intéresse. Nous allons parler de corrida en compagnie de Jean-Pierre Garrigue du CRAC. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Jean-Pierre Garrigue, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors rappelons que vous êtes président du CRAC. Oui, président du CRAC, le comité radicalement anti-corrida, ce qu'on appelle maintenant le CRAC d'Alès, qui est la première structure spécialisée à avoir été créée en 1991 par Jacques Dary et Métaridieu. Et je suis en même temps vice-président du CRAC Europe, qui est un peu maintenant la maison mère qui chapeaute l'ensemble. Il y a quelque temps, nous avons fait plusieurs émissions, plusieurs interventions ensemble. Que s'est-il passé depuis ? Il s'est passé énormément de choses. C'est vrai que cette lutte évolue à une vitesse incroyable parce que tout simplement, il y a de plus en plus de citoyens qui sont impliqués, qui se sentent concernés, qui souhaitent la fin de la torture tauromachique, de cette barbarie malheureusement encore légale, peut-être plus pour très longtemps, on va en parler. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand nous manifestons maintenant, nous sommes plusieurs milliers à chaque fois et pas quelques centaines. Ça, c'est quand même la nouveauté, de plus en plus. Le deuxième niveau, c'est que les différentes associations, bon là je parle pour le CRAC Europe, nous avons de plus en plus d'adhérents. Nous sommes maintenant à 4000 adhérents et donateurs. Et ensuite, le combat, le cœur de ce combat, parce que tout le reste, je vais dire, est un peu périphérique pour arriver au résultat, le cœur de ce combat, c'est évidemment de faire changer la loi. Donc, en 2004, nous avions deux députés abolitionnistes, Madame Marlan Militello, députée UMP des Alpes-Maritimes, et Madame Gaillard, députée PS des Deux-Sèvres. Avant les dernières élections législatives, nous étions à 113 députés abolitionnistes. Nous en étions à la 4e proposition de loi pour l'abolition de la corrida. Donc aujourd'hui, après les élections, nous conservons encore, puisque certains ont perdu leur siège ou ne se sont pas représentés, nous conservons encore 70 députés abolitionnistes et Madame Gaillard, qui est toujours là, va déposer une nouvelle proposition de loi pour l'abolition de la corrida. Donc évidemment, la meilleure façon d'en finir avec cette horreur, c'est de changer la loi. Donc en France, on change la loi au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais on peut aussi la faire modifier par le Conseil constitutionnel, et ça, c'est notre actualité. Alors, est-ce que vous avez rencontré des membres du gouvernement de François Hollande ? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que nous étions... Alors, je précise, parce que quelquefois on nous accuse d'être politisés. Nous ne sommes pas politisés, nous sommes dans un combat politique, ça c'est évident. Il faut que les gens le comprennent, ce combat est éminemment politique, mais nous soutenons les députés de droite, de gauche, les ministres de droite, de gauche qui sont abolitionnistes, évidemment, puisque chacun l'aura compris, ce combat est complètement transversal. Il y a des maniaques de torture tauromachique à droite et à gauche, et des gens de progrès à droite et à gauche aussi. Alors, avec le gouvernement Sarkozy, c'est vrai qu'on était assez gâtés. C'est sans doute le gouvernement de la Ve République qui a été le plus aficionado. Pratiquement tous les ministres l'étaient. Bon, à commencer par le président et le Premier ministre. Avec Hollande, nous pensions naïvement avoir une bouffée d'oxygène. Et nous avions effectivement, avant les élections, rencontré Ruth Solferino, par deux fois, des conseillers de François Hollande chargés de la protection animale. Bon, là nous avions commencé à un petit peu déchanter parce que ces personnes ne maîtrisaient absolument pas leur sujet, ne savaient pas ce que c'était vraiment qu'une corrida portugaise, par exemple, puisqu'ils avaient été capables de nous écrire début 2012 que oui, effectivement, la corrida espagnole était cruelle, mais que la corrida portugaise pouvait être plus familiale. Je cite, quand on sait que la corrida portugaise, la mise à mort n'est pas dans l'arène, mais elle se fait dehors, et que le taureau peut agoniser pendant 2 jours si on est en début de week-end dans un camion avant d'aller à l'abattoir, comme familial, on a vu mieux. Donc ça, c'était les conseillers de Hollande qui n'avaient pas l'air de vouloir faire grand-chose et qui nous disaient « Vous devez créer des rapports de force dans le sud de la France ». On ne les a pas attendus pour le faire puisque nous avons
en octobre 2011, sauté à 95 militants dans les arènes de Rodillan, un petit village près de Nîmes, et ça a fait grand bruit. On pourra peut-être le développer après. Oui, on en avait parlé sur cette antenne d'ailleurs. Voilà. Mais pour continuer sur ce gouvernement Hollande, alors là, nous allons de surprise en surprise négative. Pour faire court, le gouvernement Hollande est pire par rapport à la corrida et à sa défense que le gouvernement Sarkozy, parce que M. Hollande soit est schizophrène, soit ne maîtrise pas ses troupes, puisqu'il nous écrit par un courrier du 10 septembre « Je ne veux pas me mêler de ce sujet par rapport à notre attaque devant le Conseil constitutionnel, je dois rester neutre, soit, mais alors qu'il dise à ses troupes, à M. Ayrault, à M. Valls, de rester neutre également. » Or, le gouvernement socialiste, par 3 fois, en juillet et en septembre, le 11 septembre, quand notre QPC a été examiné en audience publique par les sages du Conseil constitutionnel, par 3 fois, le gouvernement Ayrault nous a attaqué, a essayé de contrer notre demande d'annulation de la loi qui permet les corridas dans le Sud. Et le jour même, 11 septembre, de notre débat public au Conseil constitutionnel, M. Valls s'est permis de défendre la corrida personnellement, de dire son amour pour la corrida sur l'antenne de BFM TV. C'est très grave. Donc, des ministres aficionados mélangent leur passion personnelle ignoble et leur mandat de ministre, et ne respectent pas la règle du président de la République. Donc, que se passe-t-il au Parti socialiste? C'est quand même la question qu'on peut se poser. Donc il y aurait autant de pro-corrida dans le gouvernement de François Hollande que dans celui de Nicolas Sarkozy. Alors nous sommes en train de les recenser, il n'y en a pas autant, mais ce qui est très triste, nous avons quand même 4 ministres, et non des moindres, qui sont abolitionnistes, qui ont signé des textes pour l'abolition de la corrida, qu'il s'agisse de propositions de loi ou de la pétition du Crac Europe. Donc Madame Taubira, garde des Sceaux, Madame Filippetti, qui est ministre de la Culture et de la Communication, Madame Lebranchu à la réforme de l'État, ou Madame Duflot sur tout ce qui concerne la ville. Bon, donc ces ministres devraient pouvoir s'exprimer aussi, puisque M. Valls fait absolument ce qu'il veut en faisant la promotion de la corrida partout où il passe. Mais malheureusement pour l'instant, ces 4 ministres amis, entre guillemets, elles sont silencieuses. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Alors si la consigne a été donnée aux ministres abolitionnistes de se taire alors que les pro-torture peuvent s'exprimer autant qu'ils veulent, là il y a vraiment un gros problème. Nous attendons des explications là aussi. Alors qu'allez-vous faire? Alors ce que nous allons faire, nous avons, ce qui est important de dire, c'est notre actualité, c'est que l'année dernière, le gouvernement Sarkozy a inscrit la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France. Ouais, tout à fait. On est le seul pays au monde à l'avoir fait. L'Espagne n'a pas osé le faire. Donc, vous dire si les élites de ce pays sont gangrénées par les maniaques de la torture tauromachique. Donc, l'année dernière, Droits des animaux et Crac Europe, nous avons attaqué cette inscription devant le tribunal administratif de Paris, et nous en avons profité pour déclencher ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire remettre en cause la loi qui coupe la France en deux et qui fait que sur 90% du territoire, si on torture un animal, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un mouton ou d'un taureau, on prend 2 ans de prison et 30 000 € d'amende et on est un délinquant. Mais si on est à Nîmes ou à Bayonne, eh bien le torero, lui, est adulé par quelques sadiques qui trouvent que cette pratique est admirable. Voilà la situation française, et voilà ce que nous avons demandé dès le mois d'octobre 2011. D'accord. Donc les filtres sont extrêmement puissants, parce que ne va pas devant le Conseil constitutionnel qui veut. Le tribunal administratif a considéré que la forme de notre demande était valable et l'a transmis au Conseil d'État. Le Conseil d'État, le 20 juin dernier, malgré un texte contre nous du garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, M. Mercier, le Conseil d'État a considéré que notre demande était sérieuse et qu'effectivement, la rédaction et la formulation de cette loi existante, c'est-à-dire l'alinéa 7
de l'article 521 du Code pénal posait problème. Donc, si vous voulez, nous, on considère que c'est déjà une victoire en soi, puisque le Conseil d'État nous donne raison. Nous sommes donc devant le Conseil constitutionnel qui rend sa décision le 21 septembre, ce vendredi, 21 septembre, pour nous dire si cet alinéa de la loi est constitutionnel ou ne l'est pas. Le fait qu'il n'y ait pas d'égalité du citoyen devant la loi, puisque cette loi, depuis 1951, coupe la France en deux par rapport à la corrida. Donc nous aurons demain une réponse, on attend tous avec impatience évidemment, le résultat des 9 sages, comme on les appelle, et nous espérons qu'ils seront sages effectivement, qu'ils tiendront uniquement compte des arguments juridiques que nos avocats ont avancés, parce que si nous sommes à ce niveau-là, c'est que nous avions de très très bons avocats avec un travail très sérieux qui a été fait, un travail de fond sur les arguments, et que nous avons échangé des arguments par écrit pendant tout l'été avec les parties adverses, et que nous avons cassé les arguments de ceux d'en face. Donc si la décision est juridique, nous allons gagner. Mais si elle est politique, alors évidemment, avec PS et UMP réunis au plus haut niveau contre nous, à ce moment-là, nous allons perdre, mais ce ne sera qu'une bataille de perdus. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Alors on l'a déjà fait maintes et maintes fois, on pourrait rappeler, si vous le voulez bien, ce que subissent en détail les taureaux, les tortures qui leur sont infligées. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique? Oui, bien sûr. Donc la corrida, c'est un spectacle de torture codifié avec 3 phases. La première phase, c'est, ils appellent ça le châtiment. Il faut creuser le vocabulaire de ces gens qui sont de grands malades, parce que nous on appelle les choses par leur nom. Tout à fait. Quelqu'un qui est content de voir un animal se faire torturer à mort, ça s'appelle un sadique. C'est évident. D'ailleurs, Martine Dano, psychiatre à Béziers qui est avec nous, dit bien que la corrida, les arènes, c'est le lieu du sadisme autorisé. Ben oui, c'est exactement ça. Donc la première phase, pour faire en sorte que le taureau soit toréable, entre guillemets, il faut lui sectionner dans le cou des ligaments, des muscles, pour qu'il ne puisse plus relever la tête. Donc c'est le rôle de la pique. Donc on a un bouillonnement de sang dans le dos, enfin c'est épouvantable, il perd du sang, il perd évidemment de la puissance, et il est en très très mauvais état après ce massacre à la pique, puisque cette pique peut rentrer facilement de 15 ou 20 cm dans les muscles, dans le dos, ça touche la colonne vertébrale aussi. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, les banderilles. 3 paires de banderilles plantées par des banderilleros. Bon, voilà, parce qu'il y a toute une équipe de tortionnaires. Il n'y en a pas qu'un seul. Ils ne sont pas un contre un. On nous fait croire le combat loyal. Bien sûr que non. Tout est truqué. Et je parlerai de ce qui se passe avant pour ce pauvre taureau. Mais dans l'arène, ce qui est visible, la deuxième phase, ce sont les banderilles. 6 paires de banderilles. Dans leur vocabulaire, c'est pour oxygéner le taureau. Ces gens-là, vraiment, sont des fous, quoi. C'est pas en quoi on oxygène quelqu'un en lui faisant perdre des litres de sang, parce que ce sont des harpons qu'on lui plante dans le dos. À chaque fois qu'il bouge, ça lacère un peu plus les chairs. Quand on a des images comme l'excellent film de Jérôme Lescure, Alinéa 3, qui est une référence dans notre lutte, il est allé voir 6 corridas et il s'est mis à la place du taureau. Donc on a des gros plans de ce qui se passe. Et quand on a des gros plans, eh bien c'est à vomir, tout simplement. Même des corridas soi-disant très belles et très propres, c'est à vomir. Ça, c'est la deuxième phase. Donc quand le taureau est vraiment bien affaibli, en très mauvais état, rentre en piste, le plus ignoble des personnages, le fameux torero, qui vient faire ses passes devant le taureau et qui finalement lui enfonce une épée et le met à mort avec un poignard, la puntilla, sachant que cette mise à mort est très souvent ratée et que on sait très bien que 2 fois sur 3, quand on coupe les oreilles et la queue du taureau, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Voilà. Et très souvent, il sort encore moribond. Donc voilà de quoi se délectent ces personnes qui se disent civilisées, mais qui ne sont tous et toutes que des barbares et des sadiques, voire des pervers. Ils l'ont montré à Rodillan quand nous avons été tabassés dans des arènes en cherchant à empêcher une corrida. Mais ce pauvre taureau subit en plus, avant, un tas de sévices. Alors je ne parlerai que de ceux qui sont prouvés, parce qu'il y en a énormément qui
se passe. Qu'est-ce qui est prouvé? Que ce taureau reçoit un cocktail, parce que dans le contexte de la corrida, il faut que le taureau suive les codes, donc il faut qu'il ait l'air fou furieux et dangereux pour exciter les foules, mais il faut qu'il soit inoffensif pour que le torero ne risque rien. Donc on lui injecte, et des vétérinaires taurins repentis l'ont dit, il suffit de lire le livre d'Alain Perret, La mafia tauromaniaque, où Alain Perret a recueilli les confessions d'un vétérinaire taurin, c'est édifiant. Donc on leur injecte un cocktail de substances à la fois pour les affaiblir et les exciter. Et ensuite, de manière quasi systématique, tous les toreros le demandent, on pratique la feitado. La feitado, c'est scier les cornes à vif du taureau, c'est comme si on nous sciait une dent à vif. Et dans le film de Jérôme Lescure, Alinéa 3, on a également des images clandestines de la feitado, ces petites séances de torture entre amis. Les gens s'amusent bien, le taureau est dans un caisson, il n'y a que les cornes qui dépassent, et le mufle, il le bave de douleur, il tremble, et pendant ce temps-là, ces gens ignobles sont en train de scier à vif, le sang coule des cornes, ils enfoncent un coin de bois, ils refont vaguement une forme de corne pointue pour faire illusion. L'objectif, bien sûr, c'est que le taureau n'ait plus ses repères spatiaux, et à chaque fois qu'il cogne quelque chose, il a horriblement mal. Voilà le monde de la tauromachie, et voilà ce qui se passe dans la corrida. Une corrida, c'est 6 taureaux, et c'est 20 minutes de torture par animal. Oui, c'est de la véritable barbarie. Totalement, c'est barbare, et c'est vrai que ça fait frémir de voir, je reviens là-dessus, un ministre de l'Intérieur censé faire respecter l'ordre et la loi, dire qu'il adore quelque chose qui est totalement barbare et abject. C'est très très grave ce qui se passe au plus haut niveau de l'État en ce moment, parce que M. Sarkozy avait dit, lui, en 2007, à tous ses ministres aficionados, pendant que vous êtes ministre, vous ne parlez pas de corrida, vous n'allez pas en voir. Il avait été obéi dans ses consignes. On lui avait obéi. Alors que là, c'est l'anarchie la plus totale avec les socialistes. Monsieur Hollande, non, c'est vrai, vous avez raison, c'est cruel, mais moi, j'interviens pas. Et en dessous, on a des ministres au plus haut niveau qui disent qu'ils vont défendre la corrida. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que cherche M. Valls, une guerre civile dans le sud de la France, je ne sais pas ce qu'il cherche. Il faudra qu'on lui pose la question, peut-être. Oui, certainement. Alors, Jean-Pierre Garrigue, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Oui, absolument. Alors, un message très, très, très important. Nous avons tous en main la solution pour, quoi qu'il arrive, en finir avec la tauromachie dans les 5 années qui viennent. Nous sommes en début de législature. Donc le combat continue de plus belle, sachant que Mme Gaillard dépose à la fin du mois de septembre 2012 une nouvelle proposition de loi pour l'abolition, et nous avons beaucoup de militants qui sont en attente, qui sont dans les starting blocks, qui attendent le dépôt de cette proposition de loi avec un numéro d'enregistrement, et avec, nous allons le récupérer, un formulaire à faire signer aux députés. Alors le message vraiment numéro 1 à faire passer aux auditeurs, c'est vous pouvez aller voir votre député dans sa circonscription, vous pouvez lui demander de signer ce texte dès qu'il sera déposé à l'Assemblée nationale pour demander l'abolition de la corrida en France, c'est-à-dire l'abrogation du fameux alinéa 7 de l'article 521 du Code pénal. Alors là, sur ce sujet-là, il faudra qu'enfin les élites tauromaniaques respectent la démocratie et les citoyens, parce que, comme je l'ai dit, nous avons déjà eu 4 propositions de loi, mais ce que ne savent pas peut-être la plupart des gens, c'est qu'une proposition de loi, il y en a 700 ou 800 par an, il y en a une vingtaine qui sont débattues dans l'hémicycle. Toutes les autres n'auront servi à rien. Donc les 4 propositions de loi qui ont déjà été déposées, et à chaque début de législature on remet les compteurs à zéro de toute façon, donc c'est comme s'il n'y en avait plus, mais les 4 précédentes à l'époque n'ont jamais été débattues dans l'hémicycle. Donc nous, ce qu'on martèle, c'est qu'on demande juste le respect de la démocratie dans ce pays. Et pour l'instant, nous n'avons pas de démocratie, nous sommes en dictature tauromachique. Alors, là maintenant, nous avons une proposition de loi qui va être déposée, nous allons avoir 5 ans devant nous, et nous pensons au Crack Europe qu'avec le pouvoir maintenant de mobilisation des citoyens qui sont prêts à aller voir leurs députés et leur demander de signer, ce sont quand même leurs électeurs, il ne faut pas qu'ils l'oublient, nous pouvons très bien avoir la majorité absolue, nous avons 577 députés à l'Assemblée nationale, nous pouvons avoir la majorité absolue d'ici peut-être 2 ans, peut-être moins. Alors la question maintenant qui est posée, quand nous aurons 300 députés
qui auront signé cette proposition de loi. Comment PS et UMP réunis pourront empêcher le débat dans l'hémicycle et la mise à l'ordre du jour de cette proposition de loi? Quand nous en serons là, je pense que là, il va y avoir quelque chose de grave, de citoyen qui va se passer en France si les élites, si les gouvernements, les responsables politiques des principaux partis n'entendent pas la voix des citoyens. Alors Jean-Pierre Garrigue, toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site. Absolument, on peut la retrouver sur les différents sites, puisque nous avons un premier site, www.anticorrida.com, qui est le site, j'allais dire, généraliste de notre association, où il y a absolument toutes les informations pratiques, comme celle-ci, qui sera mis en exergue très vite. D'ailleurs, sur notre site, j'en profite pour dire que la solution aussi pour en finir avec la corrida, c'est par le haut, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, mais c'est aussi par le bas, c'est-à-dire faire des manifs de plus en plus importantes. Et nous avons prévu les 11 et 12 mai 2013, à la fin de la feria d'Alès dans le Gard, parce que le maire d'Alès est bien sans doute le seul maire d'une ville taurine à ne pas aimer la corrida. On considère que la corrida dans les Cévennes, c'est encore moins acceptable qu'ailleurs. Et donc nous organisons, avec toutes les associations qui voudront, une immense manif, on espère être plus de 5000, la plus grosse jamais organisée en France, les 11 et 12 mai 2013 à Alès. Et nous mettrons sur notre site toutes les informations pour les hébergements et pour les covoiturages. Maintenant, notre deuxième site, c'est le site www.patrimoine-corrida.fr. C'est le site que nous avons créé justement l'an dernier, lors de ce coup de tonnerre, c'est-à-dire l'annonce du classement de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France. Et nous avons proposé une union sacrée à toutes les associations sans exception de protection animale. À ce jour, pratiquement 200 associations ont répondu présent. La liste des structures est sur ce site. Nous travaillons en réseau avec elles et nous avons demandé à ces structures leur nombre d'adhérents pour pouvoir justement communiquer. Et donc, ces 200 associations représentent de l'ordre de 500 000 adhérents et donateurs. Donc, quand nous lançons une information, une demande, et nous avons le mail de chaque association, ensuite à charge pour chaque structure de rediffuser l'information à ses militants. Donc, nous avons une force de frappe, je dirais, citoyenne qui est très très importante avec ce réseau. Et enfin, le troisième site, lestaureauxvoteront.com, avec un tiret entre chaque mot, lestaureauxvoteront.com. Là, c'est le site que nous avons initié avant l'élection présidentielle et les élections législatives pour que les élus, que ce soit des élus locaux ou alors des ministres ou des députés ou des sénateurs, les élus qui sont avec nous, ils sont en liste blanche. Et nous appelons tous les citoyens à les soutenir et à voter à nouveau pour eux. Les élus, comme M. Valls, qui se met en avant en ce moment, qui sont aficionados, sont en liste noire, et nous appelons tous les citoyens à les éliminer du jeu politique par l'arme fatale, je dirais, qui s'appelle le bulletin de vote. Voilà. Donc là, nous reviendrons dans les mois qui viennent sur ce site lestaureauxvoteront.com, justement pour pointer du doigt ces élus aficionados qui n'ont rien à faire dans le jeu politique puisqu'ils confondent leur mandat délivré quand même par les citoyens, par nous tous, et leur passion coupable. Voilà. Donc nous sommes là et ce n'est que le début du combat qui monte en puissance. Nous allons gagner sur les 5 ans qui viennent. Eh bien, Jean-Pierre Garrigue, on se retrouve prochainement sur cette antenne. On fera le point un autre jour. Espérons que vous allez obtenir satisfaction et que cette barbarie va se terminer, parce que depuis le temps... Tout à fait, mais nous tenons le bon bout, c'est sûr. Jean-Pierre Garrigue, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Un grand merci à vous. Au revoir. Vous savez que vous pouvez appeler le 09 79 35 29 60 pour vous exprimer. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. 09 79 35 29 60. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion.
Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous allons avoir l'intervention de Jean-Pierre Garrigue de la FLAC tout de suite au téléphone. Dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Donc, au moment où nous parlons, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Comment réagissez-vous à cette décision ? Bien, c'est sans surprise. Nous espérions, parce que quand on se bat pour gagner, bien entendu. Nous espérions un sursaut démocratique. Nous espérions, comme le disait notre avocat, Maître Verriel, un peu d'audace de la part des membres du Conseil constitutionnel qui n'ont quand même rien à perdre vu leur carrière respective. Mais non. C'est encore le petit lobby de la mafia des arènes qui a gagné. Mais c'est vrai que les pressions étaient extrêmement fortes. On a vu celle du gouvernement, 3 attaques du gouvernement héros contre notre QPC, Monsieur Valls montant au créneau et disant même dans les colonnes d'un journal du sud de la France, j'utiliserai tous les moyens en mon pouvoir pour bloquer tout ce qui viendra des anti-corridas. Mais c'est bien une dictature tauromachique, on n'invente rien, il nous donne les preuves de ça. Que fait ce ministre de l'Intérieur? Il n'y a pas suffisamment de problèmes en France, il faut qu'il se mêle de torture et qu'il glorifie des séances de violence. Pour un ministre de l'Intérieur, on n'est vraiment pas gâté. Alors justement, tout à l'heure à la télévision, Simon Casas faisait l'apologie de la corrida sur BFM ou je ne sais plus LCI, enfin bon, bref, oui. Peu importe. Comment réagissez-vous justement à ces propos? Écoutez, Simon Casas, on appuie sur un bouton, on sait ce qu'il va dire. Simon Casas, il protège son gagne-pain. C'est son business. Voilà. Il gagne énormément d'argent, il fait partie, je vais être large, de la petite centaine de personnes qui s'en mettent réellement plein les poches avec la torture d'animaux dans une arène. Bon, voilà, donc il est toujours dans son discours esthétisant, glorifiant, mélangeant tout, l'art, la culture, etc. Seulement, Monsieur Casas, quand sur un plateau télé, on lui présente, pendant qu'il est avec son sourire Colgate, en train de dire tout le bien qu'il pense de cette merveilleuse corrida, quand pendant ce temps-là on lui présente sur un plateau télé donc des photos de la réalité, alors Monsieur Casas devient fou et commence à baver de fureur parce que évidemment il y a un sérieux décalage entre le discours esthétisant et la réalité d'une corrida qui est un véritable carnage et une barbarie sans nom. Voilà, donc ces gens-là sont dans leur bulle malsaine, la bulle tauromachique, qui s'auto-entretient, mais de plus en plus de citoyens se rendent compte de cette horreur, et ça va nécessairement changer. Oui, c'est clair, on s'en aperçoit. Hein. C'est oui. Tellement évident que vraiment, on comprend pas justement la décision du gouvernement. Ben non, surtout que le Conseil constitutionnel, soi-disant instance suprême au-dessus de tout, qu'il rende une décision contre nous. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est son argumentation. Alors, je veux pas rentrer dans du droit. D'ailleurs, c'est pas du tout ma spécialité, mais nous y sommes plongés avec nos avocats pendant tout l'été. On s'attendait à mieux quand même de la part de la plus haute instance juridique de France. C'est là que c'est très décevant parce que l'argument en fait du Conseil, ça a été de dire, je vais essayer de faire très simple et très court, écoutez, la loi est très bien comme elle est bien faite, donc elle est constitutionnelle, on en veut pour preuve que bien les instances juridiques du sud de la France suffisent amplement à appliquer cette loi qui est très bien faite. Mais ils n'ont pas lu notre argumentation, ils ont pillé les sages là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réveillés pour dire bon allez corrida basta, on la garde, on sera pas embêté comme ça, il y aura pas de levée bouclier de ministres, de députés, on sera un peu tranquille, les abolitionnistes vont gueuler, mais bon ça sera pas nouveau, et puis statu quo. Parce que quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans le sud de la France?
l'esprit du législateur, parce que nous avons travaillé nos dossiers. L'esprit du législateur en 1951, c'était de dire, bon, il y a quelques villages irréductibles, une vingtaine dans le sud de la France. Ok, on leur dit, vous pouvez faire des corridas, ça devient légal, c'est une exception, rien que pour vous. Et quand vous en aurez assez de massacrer des taureaux, eh bien, la tradition se perdra. En gros, c'est ce qu'ont écrit les députés en 50-51. Je n'invente rien, on a les textes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les juges dans les années 2000, avec tous les procès perdus? Eh bien, les juges ont considéré que local, c'était un ensemble démographique, qu'une interruption, 50 ans, c'était pas une interruption. Et on a refait des corridas à Carcassonne après 50 ans d'interruption, à Alès après 70 ans d'interruption. La loi a été dévoyée par les juges au plus haut niveau et la Cour de cassation en 2006 a tout verrouillé en disant des corridas on peut en faire de Bordeaux à Fréjus, des Cévennes jusqu'à la mer. Voilà. Alors si ça, c'est un respect de la loi par les juges du Sud, d'après les membres du Conseil constitutionnel, alors il faut qu'ils prennent tous leur retraite définitivement, parce que là, il y a un sérieux problème, vraiment. Alors, Jean-Pierre Garrigue, quelles vont être vos actions maintenant? Alors, nous enchaînons, c'est que le début, nous ne sommes pas du tout abattus, mais alors absolument pas. Peut-être que des militants qui croyaient vraiment peuvent être déçus, je peux le comprendre, mais nous sommes en France, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature tauromachique. Donc il va falloir taper fort, toujours de manière pacifique et non violente, mais très fort et d'être très ferme face à des politiciens qui nous prennent pour des guignols et des demeurés. Maintenant, c'est fini. Cette période est révolue et ils vont vite le comprendre. En l'occurrence, nous retournons, aspect juridique, sur notre plainte de départ, c'est-à-dire la demande avec droit des animaux, Crac Europe, la demande de l'annulation de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France, puisque la France a été le seul pays à le faire. Et nous irons jusqu'au bout, cette fois, parce que le Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'instance européenne pour aller sur une instance supérieure. En revanche, nous attaquons au tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'inscription de la corrida. Ensuite, il y a la Cour d'appel, le Conseil d'État qui nous avait donné raison quand même au mois de juin, considérant que la loi était mal faite. Bon, et donc il fallait la changer. Et s'il le faut, nous irons à ce moment-là pour sortir du cloaque français à la Cour européenne des droits de l'homme, pour prendre un peu d'oxygène et demander l'avis de gens sérieux et civilisés, sans pression de lobby tauromaniaque. Ça, c'est l'aspect juridique. Et ensuite, d'ici la fin septembre, Madame Gaillard nous a assuré pendant l'été qu'elle déposerait une nouvelle proposition de loi pour l'abolition. Nous attendons cela avec impatience. Et dès que la proposition de loi sera enregistrée, nous récupérerons un formulaire, parce que là, c'est terminé, les députés qui nous disent, à nous, tous les militants, oui, je signe. Et puis la moitié ne signe pas, bien entendu. Donc on arrête de nous prendre pour des imbéciles, ils signeront sur place, nous garderons une copie de toutes les signatures et l'original partira auprès des parlementaires qui auront déposé la proposition de loi, en l'occurrence Madame Geneviève Gaillard. Voilà, c'est fini de se moquer du monde, c'est fini Monsieur Hérault de bloquer des signatures de députés PS entre 50 et 90 en juin 2011 qui étaient bloquées, tout ça c'est terminé. Voilà, le PS et l'UMP va apprendre que l'abolition est en marche et que ça suffit qu'une quarantaine de députés et ministres maniaques de torture des arènes fassent la pluie et le beau temps dans ce pays. Nous sommes très très déterminés. Alors je vous rappelle que nous vous apportons notre soutien. Vous pouvez appeler le 09 79 35 29 60, vous les militants, pour vous exprimer justement sur ce répondeur et ça sera diffusé à l'antenne. Parfait, très bien. Voilà. Très bien, très bien. On se retrouve prochainement, vous nous tenez au courant. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Thierry Lee, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, rappelons que vous êtes responsable de la FLAC. Je suis chargé de la communication. Chargé de la communication. Donc, au moment où nous nous parlons, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Comment réagissez-vous à cette décision ? La réaction, elle est, disons que c'est une demi-surprise, on s'attendait un petit peu, même si on avait tout petit espoir quelque part au fond de nous, mais bon, vu l'ampleur de la décision et surtout vu le fait que le gouvernement a fait pression sur le Conseil constitutionnel, puisque lors de la première audience, ils avaient dépêché un membre du gouvernement, et que Manuel Valls, entre autres, s'est répandu dans les médias pour expliquer qu'il défendait la tauromachie en France. Donc tout cela faisait qu'on avait peu de chance d'aboutir.
Alors, c'est une déception par rapport à cela, parce qu'on a le sentiment que ça y est, la corrida est vraiment gravée dans le marbre de la Constitution, mais on a encore quelques cartouches. Maintenant, la seule chance d'aboutir, c'est par la voie législative, c'est-à-dire avoir un maximum de députés qui signe une proposition de loi qui va être déposée dans peu de temps par une députée PS à l'Assemblée nationale. Alors, quelles sont les actions que vous allez faire dans les jours et semaines à venir? C'est celle-ci. Travailler en étroite collaboration avec cette députée en question, Madame Josiane Gaillard, et effectivement et solliciter les députés pour qu'ils signent cette proposition de loi. C'est la seule chance maintenant, il y a plus de chance. Et on va mettre aussi les enfants en avant, les enfants en exergue, parce que les politiques, les animaux en général, ils s'en moquent. Il faut que ça concerne l'être humain pour qu'ils s'intéressent à une cause, et a fortiori quand ça concerne les enfants, ils sont beaucoup plus attentifs. Donc on va effectivement mettre bien en avant cet aspect révoltant, cet autre aspect révoltant de la corrida, qui consiste à laisser des enfants voir des pauvres bêtes se faire massacrer à l'arme blanche dans un bain de sang. Ça c'est absolument insupportable, et à recueillir un maximum de signatures de notre manifeste par exemple, qui est particulièrement axé sur cet aspect-là. Alors nous étions au téléphone avec Jean-Pierre Garrigue et hier nous avons enregistré une émission justement ne sachant pas la décision qui allait tomber. Est-ce que vous allez vous réunir ensemble et faire quelque chose, un plan d'action? Il y aura certainement, il y a aussi l'Alliance anticorruption. Oui, bien sûr. Il y a 3 associations nationales en fait. Il n'est pas exclu que ponctuellement on fasse des actions en commun. C'est pas, pour rien vous cacher, c'est pas toujours très simple. Mais là, vu la situation critique, il n'est pas du tout exclu qu'on fasse pas des actions de grande ampleur en commun, bien sûr. Alors je vous rappelle que vous pouvez appeler le 09 79 35 29 60. C'est le répondeur de Fréquence Évasion. Les militants peuvent s'exprimer. Très bien. Voilà, alors 09 79 35 29 60. Vous pouvez appeler ou faire appeler tous les militants, aucun problème. Ça sera diffusé à l'antenne. J'ai noté ce numéro de téléphone pour le faire à une époque, je me rappelle. Oui, vous pouvez le renouveler. D'accord, très bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Écoutez, je vous remercie, puis je vous remercie aussi de nous laisser la parole, d'être sensible à notre cause. C'est tout à fait normal. On a pris un coup de bambou pour rien vous cacher, mais on va se relever. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a des gens qui nous soutiennent, et puis on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On a vu Simon Casas tout à l'heure à la télé qui faisait l'apologie de la corrida. Voyons. C'est pas facile d'être du côté du plus fort. Nous, on est confrontés, on essaie d'aller contre Goliath. On n'a rien à gagner là-dedans. On est bénévole, on n'a pas de gens très puissants qui nous soutiennent vraiment, qui sont sympathisants, mais ça se limite là. Alors qu'en face, alors qu'on est majoritaire, d'après les derniers sondages, on est majoritaire. Et en face de nous, on a une minorité, une infime minorité, mais qui est très puissante. Il y a un lobby très très puissant avec des gens très très importants, jusqu'au plus sommet de la hiérarchie du législatif et de l'exécutif, ce qui fait que le rapport de force est inégal, alors qu'on a la majorité des Français avec nous, mais c'est ainsi. Oui, mais les Français s'en aperçoivent, parce que le problème, c'est que ça n'a pas vraiment d'effet véritablement. C'est de l'effet quand on fait des sondages. Sinon, on n'est pas non plus 100 000 dans les rues pour défendre les animaux et pour s'indigner contre la corrida. C'est ça le souci, quoi. Donc, en fait, c'est notre grande force, c'est qu'on est sûr d'avoir la sympathie de la grosse majorité des Français, y compris dans le sud de la France. Et ça nous aide à résister, parce que c'est un combat qui est très difficile. Oui, tout à fait. Oui, c'est un problème. Écoutez, vous nous tenez au courant? D'accord, pas de problème. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Votre avis nous intéresse. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant sur le 09 79 35 29 60. Vous déposez vos messages, vos réactions. Et si vous souhaitez participer à cette émission, vous nous écrivez, vous nous envoyez un mail à fréquenceévasion@hotmail.fr. Dans quelques instants, nous allons parler corrida. Tout au moins anti-corrida, tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud.
Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse, 09 79 35 29 60 pour vos réactions. Vous nous dites ce que vous voulez, vous poussez vos coups de gueule. 09 79 35 29 60, ce numéro est à votre disposition 24 heures sur 24. Et là, nous allons parler anti-corrida grâce à Christophe Thomas qui fait partie du FLAC. Christophe Thomas, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, vous faites partie du FLAC et vous militez pour l'abolition des corridas, c'est bien ça? Non, alors je fais pas partie de la FLAC. Non? Non, on a notre propre association et on travaille avec les autres associations anti-corrida, dont dernièrement la FLAC en fait. Donc vous faites pas partie de la FLAC en fait, vous avez votre propre association. Oui, voilà, en fait, Fadjin est une association qui est vraiment, voilà, qui est de son côté. Et en fait, la FLAC est une fédération. Donc, nous allons rentrer, en fait, à la FLAC. Donc, au même titre que l'association L214, la fondation de Brigitte Bardot, ou 30 millions d'amis. D'accord. Et vous pouvez nous présenter brièvement votre association? Alors, l'association, donc, elle porte le nom du taureau que j'ai sauvé, puisque j'ai sauvé un taureau espagnol, donc un taureau de corrida. Oui. Donc, l'association s'appelle Fadjin, taureau anti-corrida. Et vous avez fait une action récemment que l'on a pu voir sur une vidéo. Vous pouvez nous expliquer? Donc en fait, j'étais à Béziers pour deux choses différentes. Déjà pour pouvoir, donc comme je vous disais, on fait des actions éventuellement avec d'autres associations anti-corrida. Donc là, en l'occurrence, à la base, c'était le callback, puisqu'il y avait une manifestation qui était prévue à Béziers. Donc je crois que c'était le dimanche. Mmh. Donc on était présent, l'association était présente aux côtés du callback. Et le lendemain soir, le lundi, donc Thierry Elie, donc porte-parole de la FLAC, m'a proposé éventuellement parce que d'habitude il tient des pancartes où on voit des photos de taureaux donc qui sont dans l'arène, donc devant les gens qui attendent de rentrer dans l'arène pour voir la corrida et de prendre leur billet. Donc on a fait ça, mais on a fait ça avec la banderole de Fadjin, donc qui est une banderole qui fait 2,60 m de long sur 1,40 m de haut, qui représente donc Fadjin, le taureau que j'ai sauvé, qui est couché avec moi, qui est couché dessus parce que je fais régulièrement la sieste dessus. D'accord. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait un contraste qui était relativement énorme entre les gens qui attendaient, qui prenaient leur billet pour aller voir des taureaux qui sont soi-disant sauvages, qui vont combattre l'homme, etc. Et finalement le même taureau qui était là sur cette banderole qui était paisible et dont un homme est couché dessus et fait la sieste dessus. Et quelle a été la réaction des personnes qui étaient là à regarder? Il y avait un peu tout. Bon, il y en avait qui étaient indifférents parce que j'ai l'impression qu'ils comprenaient même pas. Je suis à peu près sûr, et ça j'ai régulièrement ce genre de réaction, vu ce qu'on voit, c'est-à-dire, ou même dans les vidéos, vu qu'un homme peut s'approcher du taureau, peut jouer avec lui, peut dormir dessus, ils pensent que c'est pas un taureau espagnol. Parce que dans leur tête, le taureau espagnol, on peut pas l'approcher, c'est un animal sauvage, c'est un animal... Presque il aurait fallu marquer sur la banderole ce taureau est un taureau espagnol pour qu'ils comprennent. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse faire ça avec un taureau espagnol. Donc il y en a d'autres qui connaissaient Fadjin ou qui me connaissaient et bon, ça les énervait un peu que je sois là parce que voilà, j'étais anti-corrida, donc forcément dès qu'il y a un anti-corrida tout de suite on le dénigre en fait. Alors est-ce que le gouvernement François Hollande se penche sur ce problème récurrent qui n'en finit pas? Alors pour l'instant, je pense qu'il a d'autres préoccupations. Quand on l'a interviewé, ainsi que les autres, avant les élections présidentielles, pour savoir un peu, pour qu'il se positionne sur la corrida, il a avoué que c'était un spectacle qui était, donc un spectacle entre guillemets, hein, je prends les termes des aficionados ou son terme à lui, qui était barbare, etc. Enfin, il employait des mots qui fait qu'on se dit, bon, il va peut-être aller dans notre sens, et il nous a sorti que c'est vrai qu'il devait, le spectacle devait certainement évoluer, voire un spectacle beaucoup plus familial comme la corrida portugaise. Bon, quand on entend ça ou quand on lit ça, on se dit que finalement le nouveau gouvernement ne connaît strictement rien à la corrida, parce que la corrida portugaise, pour moi, c'est encore pire qu'une corrida espagnole. Oui, justement, c'est un problème, parmi tant d'autres d'ailleurs, qui peut être tranché assez rapidement. Mais bien sûr, c'est ça le problème, c'est que quand on prend l'ancien gouvernement, quand on leur demandait, parce qu'on leur demandait régulièrement depuis de nombreuses années que la question soit posée à l'Assemblée, puisque ça se fait en une nuit, il n'y a pas besoin de... Tout à fait. De prendre des semaines ou des mois de réflexion, c'est très rapide.
corrida et les combats de coqs. Donc c'est hyper rapide à faire. Donc on nous disait que bon, il y avait la réforme de la retraite, il y avait la réforme, il y avait plein de réformes à voir, il y avait plein de choses à faire. Oui, on allait voir ça, mais pour l'instant, on met ça de côté, le dossier, etc. Mais ce qu'on savait pas, c'est que pendant ce temps-là, ils ont bien eu le temps pendant 2 ans de s'occuper de l'inscription de la corrida au patrimoine français. Donc c'est quand même rigolo, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de signer un bout de papier en une nuit, alors qu'ils ont bien eu le temps de se pencher sur un problème pendant 2 ans. Oui, tout à fait, c'est sûr. Donc c'est quand même, c'est quand même assez rigolo enfin rigolo. Entre guillemets. Voilà, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment drôle, mais non, mais voilà, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils arrivent toujours à repousser le problème d'une manière ou d'une autre avec des réflexions ou des choses très bien pensées. Mais seulement, voilà, ils ont quand même pu s'occuper du sujet-là pendant 2 ans. Donc c'est paradoxal, quoi. Est-ce que vous avez des espérances avec ce gouvernement, finalement? Est-ce que vous pensez qu'il va se passer quelque chose? Je veux pas faire peur aux gens, mais moi, franchement, je suis dans le milieu de la corrida depuis peu de temps, mais j'y suis, on va dire, depuis 3-4 ans, mais j'y suis pratiquement 24 heures sur 24 à cause ou grâce à mon taureau, parce qu'il me le rappelle constamment. Là, par exemple, il est juste en face de moi, il est à 40 mètres de moi, je le vois, donc forcément, j'y pense. Moi, je pense qu'avec le gouvernement, on n'y arrivera pas. À moins de vraiment avoir un éclat, je sais pas, mais je pense qu'avec le gouvernement, on n'y arrivera pas, parce qu'aucun gouvernement ne va oser interdire la corrida. Moi, je pense qu'il faut faire, c'est que le public, prenne conscience de ce qu'est réellement la corrida, parce qu'il faut savoir encore ce que c'est qu'une corrida. C'est pas le tout d'aller voir. C'est pas parce qu'on va voir des corridas qu'on sait ce que c'est qu'une corrida. Il faut réfléchir et penser un peu plus au-delà que simplement voir un taureau et un homme dans une arène. Ça va bien au-delà. Et je pense que il suffit de faire prendre conscience aux gens ce que c'est que vraiment la corrida, et il suffit que les gens n'y aillent plus. Il y avait une phrase qui n'avait strictement rien à voir avec la corrida, mais une phrase de Coluche que moi je reprends souvent, c'est il suffit que les gens ne l'achètent plus pour que ça se vende pas. Et on peut très bien transposer ça à la corrida en disant il suffit que les gens n'y aillent plus pour que ça n'existe plus, pour que ça ne marche pas. Alors une auditrice qui nous écoute régulièrement et qui est sensibilisée justement à ce problème des corridas, Christine de Toulouse, nous dit il faudrait faire des actions de force, pas seulement d'ailleurs que pour le problème des corridas, pour un peu tous les dossiers, pour essayer de s'en sortir, faire une action de force à toute association regroupée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça serait bien. C'est vrai que pour certaines choses, des choses bien réfléchies, bien calculées, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, la protection animale, il y a des choses qui sont communes, obligatoires. On est devant des êtres vivants, que ce soit des chiens, que ce soit des bovins classiques, que ce soit des bovins espagnols, vraiment tous les animaux, il y a quelque chose de commun. On est devant un animal vivant, donc je pense que toutes les associations pourraient se réunir pour faire quelque chose de vraiment très fort et très important que absolument aucun lobby en face ne pourrait résister, parce qu'on est quand même beaucoup plus puissant que les lobbies de la chasse ou les lobbies de la corrida, qui sont les mêmes quelque part. Donc on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus fort, et là je pense qu'on arriverait à obtenir des choses. Alors nous l'avons fait régulièrement depuis des années, on a rappelé dans chaque émission les souffrances qu'on inflige aux taureaux. Est-ce qu'on pourrait rappeler brièvement ces souffrances qui sont infligées aux taureaux, enfin on scie les cornes, on les drogue, etc. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quand même les faits? Alors oui, les taureaux, en fait, donc on parle de taureaux, mais il faut savoir que c'est on va dire plutôt les bovins espagnols. Moi j'aurais tendance à dire les bovins espagnols, parce que c'est pas que le taureau de 4-5 ans comme la plupart des gens connaissent dans l'arène. Ça commence dès tout petit, dès quelques mois, parce que il faut des jeunes veaux pour entraîner les enfants. Ensuite, il faut des adolescents, je parle de l'animal, des adolescents pour entraîner des adolescents, mais là humains. Donc il y a vraiment tous les stades de la vie de l'animal. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'animal. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une ou des préparations. Alors il y a des préparations qui sont concrètes, comme l'afeitado. Moi, j'ai quelques personnes du camp opposé, mais qui m'apportent des informations très intéressantes, que d'ailleurs aucune autre association n'a. Actuellement, 80 à 90% des taureaux qui rentrent dans l'arène, donc là on parle des taureaux de 4-5 ans, sont affeités. Donc affeités, c'est-à-dire qu'on leur coupe le bout des cornes. Alors là, c'est vraiment très peu, c'est de 1 à 2 cm, mais ça suffit pour perturber l'animal, et surtout ça suffit, si le torero est au courant, puisque c'est souvent une demande du torero, pour que le torero ait quelque part une avance psychologique sur le taureau. Parce qu'il sait que le taureau va être perturbé, donc déjà il se sent plus fort. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement récent. L'afeitado
affectado, voilà, on la connaît, souvent c'était 10-15 cm, c'était vraiment pour perturber complètement le taureau, mais ils savent que les anti-corridas sont au courant de ça. Donc maintenant, ils font des affectados qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus discrètes, qui se voient à peine, puisque quand on est dans les gradins, on est quand même relativement loin du taureau et du torero. Il faut savoir que dans une arène, n'importe qui peut demander en plein milieu du spectacle, la corrida s'arrête, parce qu'on a un doute sur les cornes du taureau, ou voire un doute sur le taureau lui-même. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. N'importe qui peut le faire, que ce soit un anti-corrida ou un pro-corrida, n'importe qui peut le faire. Moi, à ma connaissance, ça s'est jamais fait. Ça serait peut-être pas mal d'ailleurs se pencher un peu sur cette particularité qui est intéressante. Bon, après, il y aurait voilà, un torero qui aurait dit dans les années 80, qui serait colombien, que les taureaux seraient préparés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ça, qui ont pu être vraies à cet endroit-là, sur ce lieu géographique donc qui est la Colombie, mais je pense pas qu'il soit systématique à l'heure actuelle en France. Quand on voit de la térébenthine sur les sabots, de la vaseline dans les yeux, etc., moi je communique pas là-dessus, parce qu'on n'a pas de faits réels, marquants, avérés et vérifiés, donc j'évite de trop communiquer là-dessus, et je trouve que la corrida est suffisamment abjecte, comme elle est, pour la combattre telle qu'elle, quand on n'est pas obligé d'en rajouter, voire s'autoriser de la combattre, on va dire. Est-ce que c'est vrai qu'ils seraient drogués, les taureaux, ou c'est une légende? Alors, d'après toujours mes sources, les taureaux, il faut savoir que les taureaux, il y a, on va dire 40-50 ans, voire même encore 30 ans, étaient encore des bons taureaux. C'est-à-dire que c'était des taureaux qui étaient puissants, des taureaux qui faisaient peur à certains toreros. Donc les aficionados allaient voir beaucoup le taureau. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il y a une tendance qui fait que il y a deux groupes dans les aficionados. Il y a ceux qui vont pour le taureau et ceux qui vont pour le torero. Maintenant, c'est plus le torero, puisque les toreros sont devenus des vedettes, qui sont payés d'ailleurs très très cher. Et ces vedettes-là veulent être payées très cher, mais ne veulent pas prendre de risques. Donc, ils choisissent les élevages. Ils demandent d'avoir des taureaux qui ont tel et tel critère, qui fait qu'on a une impression d'agressivité ou de danger, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Le taureau va bien charger la muleta, donc la muleta, c'est le tissu qu'ils utilisent dans les corridas. Il va bien charger la muleta sans mettre de coup de tête, sans que ça soit trop dangereux pour le torero. Donc, en plus, il y a un problème au niveau d'élevage. Mais en fait, l'élevage, maintenant, bon, pas tous, attention, faut toujours... voilà, on peut pas faire de généralité. Mais l'élevage maintenant, en fin de compte, les aficionados nous disent que les taureaux sont élevés en liberté. Parce qu'ils comparent aux taureaux aux bovins qui sont élevés en case et qu'à 18 mois, on envoie à l'abattoir. Comme je leur dis, non, je suis désolé, vos taureaux ne sont pas élevés en liberté, vos taureaux sont délaissés en liberté, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils les laissent, comme ils disent, dans le campo, donc c'est le champ, donc c'est en effet des étendues immenses qui fait qu'ils voient très peu l'homme, pour ceux qui ont suffisamment de terre, hein. Les autres c'est différent. Et 6 mois à 1 an avant les corridas, ils les ramènent près des manades, donc on va dire que c'est les fermes où ils élèvent les taureaux, et là ils les bourrent d'aliments, donc on appelle le pienzo, et cette façon donc d'élever l'animal fait qu'il peut prendre jusqu'à 1 kg par jour. D'accord. Sur un animal qui n'est plus en croissance, c'est énorme. Moi, Fadjin, si je fais une moyenne, quand je le pesais assez régulièrement, en moyenne, il a déjà fait 1 kg par jour. Mais 1 kg par jour, c'est un animal qui est en croissance. De cette taille-là, il n'y a absolument pas de problème. Sur un animal qui est plus en croissance, c'est énorme. Donc en fait, on se retrouve avec un animal qui a fait son squelette et des articulations étant jeunes, puisque c'est étant jeunes qui font d'abord cette architecture. Donc sur un animal qui est relativement faible, puisque ils n'ont pas été nourris convenablement. Après, on leur fait presque du bodybuilding, parce qu'il faut savoir que les taureaux aussi, pour ceux qui ont l'espace, ont ce qu'on appelle les taurodromes. Donc c'est comme une piste pour les chevaux, et ils les font courir là-dedans, pour leur faire prendre du muscle. Donc après, je suis désolé, mais tout ça, moi j'appelle plus ça du taureau sauvage. Ah non, tout à fait. Donc quand on retrouve ces taureaux-là dans une arène, on a des taureaux finalement qui sont trop lourds par rapport au squelette, mais aussi aux organes vitaux, parce que les organes vitaux se font principalement étant jeunes. Donc on se retrouve avec des taureaux qui se soufflent vite, etc. Et on aurait tendance en effet, peut-être maintenant, alors il n'y a pas de preuve, mais on aurait plus tendance à les piquer, à les droguer pour qu'ils soient un peu plus vivaces. Parce que avant ça aurait plutôt été tendance à être l'inverse, sinon c'était trop dangereux pour l'homme. Mais maintenant, ça serait plutôt tendance à les booster un peu, parce qu'ils sont un peu faibles quand même. Christophe Thomas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Éventuellement parler de mon taureau, parce que c'est quand même intéressant. Allez-y. Les gens, éventuellement, ils peuvent voir des vidéos ou des photos pour le voir évoluer, le voir comment il est. Parce que c'est bien de voir aussi une autre image du taureau espagnol. Donc, c'est sur le site, c'est sauvonsintaureaudecorrida.com. Et voilà, les gens ont accès, il y a beaucoup de choses.
de le modifier, de le faire évoluer un peu dans peu de temps. Donc que les gens y aillent régulièrement et ils verront des choses nouvelles, et surtout on va peut-être essayer d'axer un peu plus sur la connaissance de la corrida, on va dire. Donc on peut vous retrouver sur internet. Rappelez-nous l'adresse. Donc c'est sauvon@corrida.com. Christophe Thomas, merci d'avoir participé à cette émission. On espère que vous allez gagner cette fois-ci, et puis tous ensemble d'ailleurs, hein. Et puis on espère vous retrouver sur cette antenne très prochainement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Votre avis nous intéresse. Vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant un mail à fréquenceévasion@hotmail.fr. Vous pouvez appeler le répondeur, le direct live de Fréquence Évasion 09 79 35 29 60, 24 heures sur 24. Vous poussez vos coups de gueule, vous nous dites ce que vous avez sur le cœur. 09 79 35 29 60. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Alix Mérou. Nous parlerons de l'illettrisme grâce à la 47e édition, la 47e journée internationale de l'alphabétisation. On retrouve Alix Mérou dans quelques secondes. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. Alix Mérou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, le 8 septembre dernier, c'était la 47e édition, la journée internationale de l'alphabétisation. Vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée cette journée ? Alors, dans le secteur de la propreté, des entreprises de propreté, l'alphabétisation, la lutte contre l'analphabétisme, se précise autour de formations spécifiques destinées à des personnes qui sont soit illettrées, soit analphabètes, soit en situation français langue étrangère. Donc on est plutôt, nous, sur une approche formation auprès des salariés qui sont en difficulté avec les supports écrits de la profession. Quels sont les principaux facteurs qui favorisent l'illettrisme ? Alors, ça dépend de l'origine du public concerné. Soit ce sont des personnes qui ont été scolarisées en France il y a très longtemps et ils ont mal acquis les fondamentaux ou oubliés. Donc des personnes d'origine française et scolarisées en France, soit des personnes d'origine étrangère qui ont été scolarisées ou pas dans leur pays d'origine, mais ne l'ont pas été depuis leur arrivée sur le territoire français. Est-ce que l'illettrisme s'est aggravé depuis ces dernières années ? En ce qui nous concerne, ça n'a pas été forcément mesuré. Depuis un peu plus depuis 99-2000, on est plutôt sur une large sensibilisation des entreprises de propreté sur cette problématique, ce qui fait qu'on a, nous, plutôt formé des salariés de façon de plus en plus importante tous les ans, mais on ne peut pas mesurer réellement l'ampleur de la problématique dans la branche. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les salariés de plus en plus accèdent facilement à ce type de formation-là. Que pensez-vous des mesures prises par les derniers gouvernements, gauche-droite confondus, au niveau de l'éducation nationale ? Au niveau de l'éducation nationale, alors moi j'ai pas trop de réponses puisque notre réponse se situe justement en dehors du cursus éducation nationale quand les personnes sont à l'emploi. Mais c'est vrai que de toute façon, ce que l'on constate, c'est que les personnes qui ont perdu les apprentissages scolaires ou ne les ont pas correctement utilisés en poste de travail sont par la suite en situation difficile. Donc les fondamentaux pendant la scolarité quand même n'ont pas été gardés ou n'ont pas été bien acquis et c'est très gênant dans la vie professionnelle. Est-ce que le manque de professeurs ne favorise pas justement l'illettrisme ? Alors ça c'est pareil la question. Moi je peux pas c'est pas une question
question à laquelle je peux répondre parce qu'on est vraiment dans un secteur professionnel complètement détaché de l'éducation nationale. Et donc là-dessus, j'ai pas de réponse par rapport au nombre de professeurs face aux personnes qui sont en situation d'illettrisme pendant leur scolarité. Alors, parlez-nous de ces journées, justement, qui sont organisées contre l'illettrisme. Comment ça s'articule? Comment fait-on déjà pour y participer? Alors, nous, la branche propreté est associée de longue date à ce type d'opération-là parce qu'on est un acteur qui avons enclenché des démarches il y a déjà bien longtemps. Et on est un des secteurs professionnels, un des premiers secteurs professionnels à avoir mis en œuvre ce type de formation pour des personnes qui ont un statut de salarié. D'autre part, on est aussi sollicité par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, l'ANLCI, qui est réellement au niveau national un pilote et un animateur de tout ce qui peut se faire sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Et notre structure fait partie du conseil d'administration de la NLCI. Donc il y a longtemps qu'on est associé et acteur. Et à ce titre-là, on fait des témoignages au moment de ces journées de lutte contre l'illettrisme, des témoignages à la fois de chefs d'entreprise et éventuellement de salariés qui ont été en difficulté dans leur poste. Alors, ces journées se déroulent chaque année dans une ville différente? Alors là, j'ai pas forcément la réponse parce que très souvent, il y a au moins une journée sur Lyon puisque c'est le lieu de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, il se peut qu'il y ait des manifestations des fois régionales, mais qui soient pas forcément dans le cadre de cette animation spécifique. C'est vrai que c'est quand même au niveau national une manifestation qui se déroule sur plusieurs territoires, sur plusieurs régions. Chaque région a envie de s'emparer un peu de ce type de manifestation. Voilà ce que je veux dire. Chaque région se sent concernée, et quand je dis chaque région, c'est tous les acteurs d'une région, les acteurs de l'emploi et de la formation. Oui, parce que j'ai cru voir Toulouse, Montpellier, il me semble, Grenoble, Lyon. Oui, effectivement, ce sont pour nous des lieux où on identifie des opérations de ce type-là, sachant que quand même dans la profession de la propreté, c'est sur toutes les régions de France que l'on arrive à mettre en place des parcours de formation pour les salariés de la branche. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs? Plutôt des salariés, hein, c'est oui, vrai oui. Il faut quand même être conscient que ça peut être en situation de difficulté vis-à-vis des écrits ou de la communication orale. Ça peut effectivement être gênant dans la réalisation d'une tâche de travail, dans un poste, pour occuper un poste de travail, mais il ne faut pas hésiter peut-être à faire part de cette difficulté, parce que de plus en plus de secteurs professionnels et de branches vont mettre en place des moyens, des réponses formation pour ces salariés-là. Et comment peut-on faire pour vous aider? Effectivement, faire part de ce que l'on apporte à la profession, mais je crois faire surtout témoigner des entreprises et ou des salariés qui seront capables de concrètement, de façon très précise, ils vont donner des exemples de mieux-être au travail, de progrès professionnel, de progrès en autonomie, en initiative. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site? Oui, c'est opcalia-propreté.com. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Alors, à la fois tous les dispositifs mis en œuvre par la branche de la propreté, mais qui ne concernent pas forcément la lutte contre l'illettrisme. C'est des formations pour l'accès à des qualifications de branche, pour l'accès à des diplômes, et toutes les formations que l'on soutient financièrement en priorité dans le cadre d'un partenariat entre les partenaires sociaux de notre branche. Eh bien, Alix Mérou, merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir apporté votre témoignage. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion.